Bonjour à tous, vous vous êtes sans doute déjà arrêté comme moi dans une station-service Total Énergie et en marchant vous êtes peut-être tombé sur ces murs de nos régions et là vous vous êtes demandé si ces produits venaient de la région où vous étiez. Eh bien oui, certains de ces produits sont fabriqués à proximité, à moins de 100 km des stations-service qui les proposent. Aujourd'hui nous sommes près de Reims et ces moutardes là que vous voyez là par exemple, eh bien elles sont conçues juste à côté d'ici par Jean-Baptiste et ses équipes et je vous propose d'aller les rencontrer. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Merci de nous accueillir. Il paraît qu'on développe ici un savoir-faire unique et ancestral. Écoute, la maison Charbonneau-Brabant existe depuis 9 générations. Depuis 1797, on fabrique du vinaigre. Depuis 1976, on fabrique de la moutarde. On est installé à Reims, à quelques pas de l'Arena et juste derrière la gare de Reims. Eh bien, on a vu ça et j'ai hâte de voir comment vous donnez vie à ces produits. Eh bien écoute, ce que je te propose, c'est que tu viennes visiter. Tu Avec viens avec plaisir, moi? Ça marche. Waouh, c'est vraiment magnifique et impressionnant. Oui, nos vinaigres de Sbin et nos vinaigres de cidre sont assaisonnés dans ce type de foudre en chêne. Pour les vieillissements plus longs, nous utilisons plutôt des fûts. Et le vin que vous utilisez, vous le sélectionnez comment? Alors nos vins et nos cidres sont principalement achetés en France. En ce qui concerne le vin blanc, nous utilisons le vin issu des cépages champenois que nous collectons auprès des producteurs régionaux. Et cette étape-là, c'est une étape clé. Oui, c'est vraiment notre savoir-faire de savoir élever une souche de bactéries qui va transformer les degrés d'alcool en acidité. Eh bien écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir maintenant le conditionnement. Tu viens avec moi? Ouais, ça marche. Alors tu vois, c'est ici qu'on va embouteiller le vinaigre, qu'on va encapsuler les bouteilles, qu'on va poser une étiquette, qu'on va mettre dans les cartons. Ok, et c'est avec ce vinaigre qu'on fabrique également la moutarde. Eh bien écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir Benoît, qui va nous expliquer comment on la fabrique. Ok, ça marche. Et c'est avec ces graines-là que vous réalisez la moutarde. Hein. Exactement, il s'agit de graines brunes qui viennent de France et du Canada, qu'on va travailler dans une première étape de process dans un mélange qu'on appelle de la saumure. La saumure, c'est un mélange d'eau et de sel et de vinaigre. Ensuite, on va passer dans l'étape de travail de la graine. Et, on extrait une pâte. Hein. On extrait une pâte et cette pâte ensuite, elle doit impérativement aller en cuve pour maturer pendant plusieurs jours. Cette période est extrêmement importante dans la fabrication de la graine. Elle permet d'exalter le piquant des moutardes Charbonneau-Brabant Clovis. Phase de repos et ça donne après les saveurs que j'ai hâte désormais d'aller déguster. On y va? Ah bah on y va dans ces cas-là. J'ai envie de tout goûter là, Eh bien franchement. écoute, je te propose que l'on commence par goûter de la moutarde de Reims. Ok. Je te propose une cuillère. Ouais, ça marche. Je la prends, je la goûte. Oh, c'est délicieux. Et bien maintenant, je vais te proposer de goûter une moutarde au miel. Moutarde de Reims, elle était faite avec du... Elle est faite avec du vinaigre de vin blanc, donc du vinaigre de la région. La moutarde au miel, elle va aller parfaitement sur une viande blanche, telle que du porc, telle que du poulet. Elle est très douce, il y a une note sucrée avec le miel. Délicieux. Peut-être que tu as envie aussi de goûter un autre produit vraiment traditionnel de la région, qui est une moutarde au mou de raisin, donc qui est fait avec du mou et qui va permettre sur une viande blanche aussi de faire une croûte lorsque l'on va faire rôtir une viande. Ben, franchement, merci, c'est excellent Jean-Baptiste. Ce sont ces produits que l'on retrouve sur les murs des régions. Hein. Eh bien écoute, tu vas retrouver tous ces produits sur le mur des régions chez Total Énergie, dans nos partenaires de stations-service de la région Champagne-Ardenne. Ok, bah écoute, moi je me suis régalé. Franchement, merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette présentation de la maison Charbonneau-Brabant. Et tout à l'heure, justement, sur le mur des régions, j'ai aussi aperçu des biscuits roses. Eux aussi, je crois qu'ils sont fabriqués tout près d'ici. Et écoute, moi je t'invite à aller voir la maison Fossier, qui est à quelques minutes d'ici, au cœur de Reims. Bien, ne bougez pas, suivez-nous, on va aller leur rendre visite. Bonne visite! Bonjour! On m'a dit que je pouvais goûter les meilleurs biscuits de la région en venant ici. Bonjour, bienvenue. Oui, bien sûr, regarde, je te les ai préparés.
Alors merci Clarisse, et je vois qu'on est dans le thème là, tout est rose. Hein. En effet, même les baskets. Ah oui, même les baskets, écoute. Ah ben, je vais pouvoir goûter, c'est Vas-y, génial. serve-toi. Quel accueil, franchement, merci. Alors, franchement, c'est super bon, je connaissais pas, c'est délicieux. C'est vrai, Ouais. alors sache que le biscuit rose, c'est une recette qui est inchangée depuis sa création. Et je ne sais pas si tu le sais, mais la Maison Fossier et le biscuit rose, c'est un peu plus de 3 siècles d'existence. Et également la plus ancienne biscuiterie de France. Eh bien, écoute, tu vas me faire découvrir comment on perpétue cette tradition et l'histoire de ce fameux biscuit. Oui, bien sûr, suis-moi. Ah, je te suis, ça marche. Tu connais le lien avec les rois et les biscuits roses? Non, pas du tout. Selon la légende, les rois adoraient prendre un biscuit rose la veille de leur sacre au moment de se coucher pour être sûrs de passer une bonne journée de couronnement le lendemain. C'était un porte-bonheur. Incroyable. Et je crois qu'il y a des personnalités qui aussi ont fait connaître ce biscuit. Notamment Victor Hugo, tout à fait, qui adorait ce biscuit rose et qui d'ailleurs l'envoyait à sa femme, qui adorait le prendre dans son lait le matin. D'ailleurs, il y a un mouvement à Reims qui s'est perpétué dans les années 20. Est-ce que tu le connais? Non, non, non. La tradition avec le champagne et le biscuit rose. Donc ça, c'est né dans les années folles d'un petit groupe de dames qu'on appelait les élégantes, qui adoraient faire ce geste, tremper le biscuit rose dans la coupe de champagne. Ça permettait en fait au biscuit rose d'être un peu ramolli, au champagne d'être plus doux. Et donc le combo des deux sublimait les arômes. Je crois qu'on va rencontrer les équipes. Il y a Alexia qui m'attend juste en bas. Tout à fait. Merci. Bonjour Alexia, il paraît que c'est toi qui vas me montrer l'envers du décor. Tout à fait, allez, viens, suis-moi. Donc déjà, tu as une première machine à droite, est-ce que tu la vois? Ouais. Donc ça, c'est là où on va mélanger les ingrédients en 2 fois. Et donc, tu as un premier mélange qui est fait, puis un second avec la farine. Ensuite, tu as un tuyau en inox dans lequel monte la pâte et qui descend dans les pistons qui vont mettre 3 par 3 la pâte dans les moules. Alors pourquoi 3 par 3? Eh ben parce que en fait, 3 par 3, c'est plus facile au niveau du conditionnement pour les prendre et les mettre en sachet. D'accord, et juste après? Donc, tu as le circuit et ça arrive à la sucreuse. Donc, la sucreuse, c'est du sucre glace qui vient être déposé sur le biscuit. Tu as un premier jet de vapeur qui vient pour fixer le sucre glace. Exactement. Et ensuite, tu as un second jet de vapeur après le sucre pour bien finir de le fixer et surtout qu'il ne s'envole pas au moment de la cuisson. Et alors, est-ce que tu sais pourquoi le biscuit rose est rose? Non, j'imagine qu'on met de la couleur, enfin en tout cas un colorant, mais je ne sais pas pourquoi. Tout à fait. Donc en fait, il est rose parce qu'à l'époque, donc en 1690, quand il a été inventé, c'était un biscuit très simple. Sauf que ils ont voulu le twister un petit peu et lui donner du goût, ils ont rajouté de la vanille. Sauf que la vanille, ça mettait des petits points noirs dans la pâte, c'était pas joli. Donc ils ont décidé de rajouter un colorant d'origine naturelle, à l'époque le carmin, toujours aujourd'hui. Et c'est devenu rose, le biscuit rose. Tu peux me reposer la question maintenant, je sais. Voilà. Donc nous voilà au niveau des fours. Stéphane, petite interrogation. Allez. Alors, pourquoi le mot biscuit? Alors ça, je t'avoue que je me suis même pas posé la question. Tout simplement, biscuit, parce que c'est cuit 2 fois. Donc, comme la version ancestrale, on a donc 2 fours ici. Un premier dans lequel le biscuit va venir cuire une première fois. Ensuite, il sèche à l'air libre et rentre dans le deuxième four pour finir de cuire et prendre cette texture croquante et fondante qu'a le biscuit rose. Bien merci, comme ça je me coucherai moins bête ce soir. Ah. On arrive à la partie conditionnement où là, elles vont prendre les biscuits 3 par 3 et pour les mettre en sachet. Elles les retournent au moment de les prendre pour vérifier qu'il n'y a pas de casse, pas de traces. Et voilà, il part en sachet. C'est un vrai travail minutieux. Combien vous sortez de biscuits par jour? On en sort 300 000 par jour, ça fait jusqu'à 50 millions par an. Impressionnant. En tout cas, merci pour cette visite, Alexia. Merci à toi. Et la Maison Fossier propose plein d'autres produits dans cette station-service Total Énergie de la région de Reims. Comme vous le voyez, des biscuits Charles VII, des craquants, des sablés, des galettes. Et maintenant que vous savez d'où viennent certains de ces produits de nos régions, j'imagine que, comme moi, vous aurez peut-être envie de les goûter.